Sunday Night Production. Dans ce premier épisode de notre masterclass avec Nicolas Navarro, nous allons voir comment appréhender la distance du marathon qui peut faire peur et nous allons voir aussi comment gérer sa motivation pour être focus et concentré tout au long de sa préparation. C'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les éléments clés qui permettent à un marathonien d'atteindre l'excellence ? Chaque vendredi du 2 au 26 janvier, découvrez notre masterclass avec Nicolas Navarro, l'un des meilleurs marathoniens français. De ses méthodes d'entraînement à ses stratégies en nutrition et récupération, en passant par ses astuces pour rester motivé, Nicolas vous ouvre toutes les portes d'une préparation parfaitement orchestrée. Cette émission vous est proposée par On, la marque suisse née dans les Alpes et partenaire officiel de Nicolas Navarro. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous inaugurons un nouveau format, la Masterclass, une série de 3 podcasts diffusés chaque vendredi du 13 au 27 janvier. Notre mission, analyser en profondeur la préparation d'un marathonien de haut niveau, celle de Nicolas Navarro, et dans cette première Masterclass, nous allons voir comment aborder cette distance mythique qui est le marathon en toute sérénité et toute confiance. Salut Nicolas, merci infiniment d'avoir accepté de partager ton expérience du marathon avec nous dans cette série enregistrée depuis la nouvelle boutique de la marque suisse On à Paris. Comment ça va aujourd'hui ? Est-ce que tu es prêt à partager avec nos auditeurs et auditrices tous tes secrets de préparation ? Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Écoute, ça va super bien et c'est vraiment un plaisir d'être là ce matin. Et moi, je suis un grand passionné de marathon, donc c'est avec plaisir que je vais pouvoir livrer mes secrets. Justement, Nicolas, avant de rentrer un peu dans les coulisses de la préparation d'un marathonien de haut niveau, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour peut-être te présenter à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore. Et c'est vrai que toi, quand on regarde un peu ton parcours, tu as un parcours complètement atypique dans le monde de la course à pied. Parce que c'est vrai, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui les athlètes de haut niveau ont plutôt un parcours, un chemin assez traditionnel, classique, un chemin fédéral. Généralement, ils sont détectés avec les crosses du collège, très très jeunes. Puis ils intègrent un club d'athlétisme. Et puis ils passent de catégorie cadet, minime, cadet, senior, espoir, minime, cadet, espoir, jusqu'aux catégories seniors, avec les stages en équipe de France et puis c'est le chemin tout tracé. Mais toi, tu as un parcours complètement différent. Tu t'es lancé plutôt sur le tard, sur le marathon, avec finalement très peu d'expérience et tu as réussi en quelques années à te hisser au plus haut niveau. Pour toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que c'est possible de sortir un peu des codes ou tu es plutôt une exception ? Comment tu analyses un peu ton parcours avec un peu de recul ? Non, c'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai un parcours qui est atypique. Après, je pense que si moi je l'ai fait comme ça, je pense que c'est à la portée de quelqu'un d'autre aussi. Donc, je pense pas qu'il y ait un seul chemin pour arriver à haut niveau. Je pense que soit on a les qualités et la motivation, soit on ne les a pas tout simplement. Donc je pense qu'il n'y a pas un seul chemin, qu'il faut commencer par la piste et les crosses et dès les plus jeunes catégories. Je pense que c'est la motivation et l'envie qui fait tout derrière. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir un peu des complexes en se disant j'ai commencé peut-être un peu trop tard. Il y en a qui commencent à 25 ans, à 30 ans, d'autres qui commencent à 40 ans. Et ils disent finalement, je n'ai pas développé mes qualités naturelles très jeunes et donc finalement, je pars avec un inconvénient par rapport aux autres. Toi, tu penses que ça peut être aussi une force parce que finalement, on est aussi un peu plus frais parce que d'avoir couru très très jeune, tout ça, ça peut laisser des traces, des stigmates, ça peut fatiguer, user psychologiquement, physiquement. Et on arrive aussi avec de la fraîcheur, donc il n'y a pas que des inconvénients à commencer un peu plus tard. Tout à fait, c'est vrai que quand on est chez les jeunes catégories, dès le plus jeune âge, du coup, on est sur la piste, on fait des séances d'entraînement qui sont de plus en plus dures au fil des années, donc on n'a peut-être pas forcément envie d'aller sur marathon non plus. Et c'est vrai que d'arriver avec une certaine fraîcheur, c'est que de la découverte au final, donc et puis surtout on en a vraiment envie, je pense, donc je pense que c'est aussi un avantage
de pas avoir suivi le chemin classique, on va dire. Alors toi, une de tes particularités, c'est que tu as tout de suite été attiré vers le marathon. Voilà, c'est une distance qui t'a toujours fasciné et finalement encore aujourd'hui, tu es vraiment un spécialiste de cette distance. On se voit très peu sur la piste, on te voit très peu sur cross. Tu restes très concentré sur le marathon. Ton premier marathon, tu avais quel âge? C'était où et en quelle année? Alors mon premier marathon, c'était en 2013, c'était à Montpellier et donc j'avais 22 ans. Et est-ce que tu étais en club d'athlétisme ou tu as fait ça un peu de ton côté? J'avais rejoint justement le club où mon frère était, c'était au Pradé dans le Var. Et du coup, j'avais pris. C'est eux qui m'avaient demandé de prendre la licence parce qu'ils voyaient que je courais bien quand même sur les courses locales. Et du coup, j'avais ma licence là-bas, mais je suivais pas du tout les entraînements parce que j'habitais déjà à Aix-en-Provence et le club est dans le Var. Donc, je suivais pas les entraînements et je m'entraînais vraiment au feeling. Et je m'étais inscrit au marathon parce que voilà, c'était la distance qui m'attirait le plus et c'était vraiment un défi de faire un marathon et ça s'était plutôt bien passé. Et ce premier marathon, tu le boucles en combien de temps? Je le boucle du coup en 2h28. C'est pas mal pour une première expérience quand on débute. Oui, c'est pas mal, surtout que il y avait une petite, pour l'anecdote, il y avait une petite erreur de parcours en fin de course et on avait dû faire 400 ou 500 mètres en plus, donc c'était une bonne expérience. Ouais. Tu as même fait un petit peu d'arabe alors, c'est pas mal. Alors on sait que le marathon, c'est une épreuve mythique, on va pas se mentir, il y a toute la mythologie grecque sur cette course-là, c'est une course aussi symbolique. C'est même une course qui dépasse le monde de la course à pied. J'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, elle appartient finalement pas aux coureurs. Cette course, elle appartient à tout le monde parce qu'il y a aussi une dimension symbolique. Il y a des gens qui viennent sur marathon pour la compétition, mais il y a des gens aussi qui viennent parfois pour se reconstruire parce que ils ont vécu des séparations, des deuils, des moments difficiles. Il y a des gens aussi qui viennent sur marathon à 50 ans parce que ils ont pris un peu de poids, la vie a fait son chemin et ils veulent se réathlétiser. Donc il y a une dimension très très symbolique au marathon. On croise des gens. Il y a autant d'histoires qu'il y a de marathoniens finalement. Et c'est une distance aussi qui peut faire peur parce que c'est aussi l'inconnu. On a tous vu ces images de marathoniens qui arrivent exténués, des fois qui sont presque agonisants avant la ligne d'arrivée. Il y a tout le mythe aussi autour du fameux mur du marathon. Toi, quelle était l'image que tu avais du marathon avant de le découvrir? Est-ce que c'était une distance qui t'attirait particulièrement? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi? C'est vrai que moi, c'est la distance qui m'attirait le plus quand je me suis mis à courir. Au début, c'est vrai que j'enchaînais les 10 km, des semi-marathons. Et très rapidement, j'ai été tenté par l'expérience marathon. C'était vraiment, l'épreuve pour moi, l'épreuve d'endurance par excellence, quoi. C'était vraiment voir, comme tu dis, les images des coureurs qui souffraient, qui prenaient le mur. C'était vraiment ce que j'avais envie de retrouver, voir vraiment si ça existait, voir comment je pouvais gérer ça moi. Et c'était vraiment un défi, le fait de faire un marathon, courir un marathon, c'était vraiment... pour moi, c'était un défi, vraiment... courir un marathon, c'était vraiment quelque chose, de faire ça dans sa vie. Donc c'était ça qui me tentait, quoi. Et est-ce que tu as ressenti une émotion particulière quand tu es devenu marathonien? Parce qu'il y a aussi ça, finalement, on a l'impression d'appartenir à un club. Il n'y a que 4% aujourd'hui des Français qui ont déjà fini un marathon. Donc c'est un club encore assez fermé, même si heureusement c'est une distance qui se démocratise. Mais est-ce que ça a eu un impact dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après marathon? Un avant, un après, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a de suite plu. C'est vrai que dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'arrivais plus à marcher, mais je me suis dit j'ai envie de recommencer, quoi. C'est vraiment une expérience incroyable et vivement le prochain. Et c'est vrai que je pense que soit on court un marathon et on tombe amoureux de la distance et après on les enchaîne, soit on a détesté vraiment et on veut plus entendre parler de course à pied, quoi. Quelles sont selon toi les principales choses à garder à l'esprit pour aborder peut-être sereinement la préparation d'un marathon avec confiance? Parce qu'on l'a dit, ça peut être une distance intimidante et parfois il y a certains coureurs qui se sabotent, tu vois, sur un marathon, tellement cette distance ça peut leur faire peur, ils se mettent une pression qui est énorme et ça peut jouer en leur défaveur. Est-ce que finalement il faut des fois se dire c'est presque une course comme les autres, même si elle est extrêmement importante, mais il faut savoir la désacraliser? Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé, par exemple? Notamment les marathons olympiques, par exemple, qui peuvent nous submerger d'émotions, parce que là, le marathon olympique, on rentre dans l'histoire. C'est vrai que il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion, et ça peut soit même nous faire partir un peu, ça peut être grisant, nous faire partir un peu trop vite, et justement, après, on peut
on peut vraiment souffrir sur la fin de course, ou alors ça peut carrément nous faire perdre nos moyens aussi. Ça peut arriver de se dire je vais pas y arriver, et on peut perdre ses moyens, mais voilà, il faut garder en tête que le marathon, oui, ça fait peur parce que c'est quand même 42 km, c'est pas anodin de courir pendant 42 km, mais si la prépa était bonne et si on connaît ses allures, voilà, il faut vraiment s'écouter et écouter tout, se faire confiance, et le jour J, ça passera, quoi. Alors Nicolas, dans le prochain épisode, dans la prochaine masterclass, on parlera vraiment en détail de comment tu construis ton plan d'entraînement, qu'est-ce qu'on retrouve dedans, tes spécificités, tes apprentissages. Parce que depuis 2013, j'imagine que tu as tiré des enseignements pour améliorer tes performances, et ces enseignements, tu vas aussi nous les donner pour justement qu'on gagne du temps nous aussi et qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs que toi. Mais avant ça, moi j'aimerais qu'on parle un peu de la dimension mentale, la dimension motivationnelle. Parce qu'un marathon, généralement, c'est 12 semaines de préparation et c'est aussi un engagement très fort. Et c'est vrai qu'on dit souvent, et tu vas nous confirmer si cette citation elle est vraie, que finalement le chemin est quasiment tout aussi important que la destination. C'est-à-dire que la préparation, c'est presque ce qu'on se souvient le plus dans sa prépa marathon. C'est vraiment une aventure, c'est 12 semaines d'aventure et c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. Il y a un vrai engagement, ça veut dire que souvent on va s'organiser dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, sa vie personnelle, on va un peu moins voir ses amis, on va prioriser différemment les choses et c'est quelque chose qui va aussi nous obséder. Est-ce que toi tu confirmes que cette aventure de la préparation elle est très importante, c'est vraiment quelque chose qui compte? Et surtout que c'est un engagement très fort. Tout à fait. C'est vrai qu'un marathon, quand on se lance dans cette aventure-là, c'est vraiment voilà, en général, c'est 12 semaines, comme tu l'as dit, de préparation. Et c'est un investissement qui est méga, hyper important, quoi. On s'investit à 200% là-dedans et on fait beaucoup de sacrifices et on met toutes les autres choses de côté. Sa vie professionnelle, on adapte aussi. Sa vie perso, voilà, tout tourne autour du marathon, de la prépa marathon. Et je pense que c'est pour ça que le jour de la course, il y a autant d'émotions qui ressortent après quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est que voilà, on se rappelle de tout ce qui s'est passé pendant ces 12 semaines et je pense que c'est ce qui fait ressortir toutes ces émotions quand on passe la ligne d'arrivée. Ouais. Et ça, on n'est pas autant impliqué, que ce soit dans un 10 km, dans un semi-marathon. C'est vraiment le marathon, c'est quelque chose, ça c'est assez unique cette expérience-là, c'est vraiment sur le marathon qu'on la vit, quoi. Complètement, ouais. C'est vrai que quand on prépare un 10 km, on n'a pas déjà c'est pas aussi long une prépa à 10 km et puis il n'y a pas toute cette émotion à l'arrivée et toute cette prépa non plus n'est pas aussi intense, donc je pense que ouais, c'est vraiment la distance qui est mythique et qui fait que ça se passe comme ça, quoi. Nicolas, alors on a souvent cette image, notamment des athlètes de haut niveau, qu'on considère un peu, qu'on met souvent sur un piédestal, qu'on considère comme des êtres surmotivés, des athlètes qui ne doutent jamais, qui foncent toujours presque sans réfléchir. Toi, en tant qu'athlète professionnel, est-ce que tu peux nous dire si cette perception, elle est vraie ? Est-ce que vraiment, tu es toujours motivé, tu doutes jamais, tu ne te poses plus la question de j'ai envie, j'ai pas envie. Comment est-ce que tu gères, toi, l'équilibre entre cette poussée vers l'excellence et aussi l'écoute de ton corps et des fluctuations motivationnelles ? Est-ce qu'il y a quand même des hauts et des bas dans le haut niveau ? Oui, forcément, il y en a beaucoup des hauts et des bas, et encore plus pendant une prépa marathon. On peut vraiment passer par tous les étapes pendant une prépa marathon, et c'est vrai que ça m'arrive pendant la prépa d'avoir des coups de mou, de me dire là je suis pas en forme et je vais pas y arriver, ou alors des jours où je cours 2 fois par jour, le soir j'ai pas forcément envie d'y aller, il fait froid, il pleut, j'ai pas forcément envie d'y aller, je prends pas trop de plaisir, mais bon, j'y vais quand même parce que, on va dire entre guillemets, j'ai pas le choix. Mais après, c'est sûr qu'une prépa marathon, il faut garder l'objectif en tête et se dire que forcément, il y a un jour, on aura moins de motivation, mais bon, ça nous servira pour la suite, et le jour de la course, on en sera que plus content, quoi. Donc toi, vraiment, tu as des fluctuations de motivation. Au début d'une préparation, tu vas être, normalement, on est quand même assez motivé, c'est l'engouement, c'est le début. Puis généralement, au bout de 4-5 semaines, c'est vrai. Et puis en plus, notamment quand on prépare, par exemple, c'est déjà été ton cas, le marathon de Paris, le mois de février, c'est un mois assez délicat parce qu'il peut faire très froid, les conditions météo peuvent être compliquées, il peut aussi beaucoup pleuvoir au mois de mars. Et du coup, il y a ces fluctuations motivationnelles. Toi, qu'est-ce que tu te dis foncièrement quand tu n'as vraiment pas envie d'y aller ? Comment est-ce que tu analyses un peu ? Est-ce que tu te dis finalement c'est de la flemme ? Est-ce que c'est parce que tu es très fatigué ? Parce que j'imagine qu'il faut aussi arbitrer.
oui, il faut des fois pas savoir s'écouter quand on a envie, pas envie, parce qu'il y a un plan et il faut le suivre. Mais parfois, on peut aussi être très fatigué et de vouloir pousser son corps trop loin, ça peut être contre-productif. Donc comment toi, tu arrives à arbitrer entre c'est de la motivation ou c'est de la flemme ? Bah, c'est vrai que c'est hyper important de savoir distinguer les deux. Et la flemme, on va dire, elle est plutôt présente sur les footings de récupération où voilà, c'est pas une séance d'entraînement. Sur les séances d'entraînement, bah, là, on arrive toujours plus ou moins, je pense, à se motiver. Voilà, c'est ce que c'est le plus important de la prépa, les séances d'entraînement. Mais après, si la flemme, elle vient plutôt sur des séances, on va dire, plutôt cool, où on se dit, bah, si j'y vais pas, c'est pas très grave. Mais ça, c'est une erreur, tu penses ? Bah, tout dépend, voilà, il faut vraiment savoir se connaître et des fois il vaut mieux savoir faire sauter un footing d'entraînement et bien récupérer si on est vraiment fatigué, si on a passé une mauvaise journée, qu'on n'a pas dormi de la nuit, bah, il vaut mieux se reposer plutôt que d'accumuler encore plus de fatigue et arriver encore plus fatigué le jour des séances importantes. Donc je pense qu'il faut savoir bien se connaître et apprendre, c'est quelque chose qu'on apprend au fil de la prépa aussi, je pense, et voilà, il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et la motivation, c'est quelque chose qui va s'endurcir, un peu comme de l'argile avec le temps, ça va devenir très très dur. Et on peut remarquer souvent que plus on avance dans la préparation, et c'est là aussi la vie elle est bien faite, bah, forcément on s'est beaucoup investi, on a fait beaucoup de sacrifices, donc finalement on s'est dit j'ai pas fait tout ça pour rien. Et donc un truc assez cool, c'est que plus on avance, généralement plus on est motivé. Et c'est vrai qu'en fin de saison, généralement à la 8e, 9e semaine, si on a fait tout ce sacrifice en amont, on est presque inarrêtable parce qu'on se dit j'ai pas fait tout ça pour rien. Et même quand ça devient dur dans le marathon, bah souvent on pense à ça, on se dit mais attends, souviens-toi les fois où tu n'avais pas envie, les fois où tu t'es dit j'y vais quand même. Et bah tout ça aussi finalement c'est des choses le jour de la course qu'on peut aller chercher et on peut se dire bah finalement tous les sacrifices que j'ai fait aujourd'hui, bah j'ai pas fait ça pour rien et ça fait exploser en fait la motivation et ça lui donne du sens. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as ressenties aussi ? Exactement, c'est vrai que tout le jour de la course, on repense, quand ça devient dur, on repense à toutes les séances qui au final ont été encore plus dures pendant la prépa. Et on se dit, en fait, là, il te reste, je sais pas, 10 km, mais c'est rien par rapport à tout ce que tu as fait pendant la prépa. Donc oui, il faut savoir se servir de toute cette motivation-là. Et aussi, ce qui est bien, c'est que au fil de la prépa marathon, en fait, on prend confiance en soi parce que la forme, elle augmente et on est de plus en plus en forme. On prend de plus en plus confiance donc, en son niveau et c'est ce qui est bien, ça permet de garder la motivation aussi. Ouais. Alors en parlant de motivation, toi Nicolas, tu es athlète de haut niveau, mais tu es aussi papa d'un petit bébé et donc tu dois jongler avec tes responsabilités et tes priorités familiales. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement de quelle manière tu gères un peu cet équilibre peut-être un peu délicat parfois, entre ta carrière sportive et ta vie de famille en fait, et ton rôle de papa. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis parce que certaines personnes peuvent la considérer comme un frein finalement, la vie de famille à l'épanouissement d'un athlète, en tout cas dans le très haut niveau. Toi, c'est pas ton cas, parce que visiblement, tu as décidé de faire un enfant. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait très envie avec ma compagne. Donc c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit à partir du moment où on en a très envie, c'est que ça ne sera pas un frein et ça ne nous apportera que du positif. Donc après, oui, effectivement, c'est une nouvelle organisation. La vie est complètement chamboulée, mais il faut savoir, c'est comme une prépa marathon, il faut savoir tout adapter. Il y a ce qu'il y a sur le papier et ce qui va se passer. Donc il faut savoir adapter en fonction. Et maintenant, la priorité avant, c'était les entraînements et on casait tout comme on voulait. Maintenant, on case les entraînements en fonction du petit Nino. Donc voilà, on s'organise comme ça. Et puis après, j'ai la chance d'avoir Floriane qui m'épaule vachement. Donc c'est elle qui s'en occupe vachement quand je pars courir le matin ou le soir quand je recours. C'est pareil, c'est elle qui gère un peu plus que moi du coup pendant que je suis en prépa de marathon. Donc j'ai cette chance-là. Donc je la remercie. Et inversement, parce que ta compagne est aussi athlète de haut niveau et donc voilà aussi il y a des priorités et tu sais aussi toi de ton côté parfois à ton tour d'endosser aussi cette responsabilité. Donc il y a finalement une complémentarité entre tous les deux. Et c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau et père, est-ce que la parentalité quand même elle a changé ta motivation, ta mentalité aussi, peut-être la façon de voir la vie, parce que finalement on n'est plus par le prisme de soi-même, de son individualité, mais il y a aussi les questions d'héritage, de transmission, le goût de l'effort, et on sait justement qu'il y a des études qui ont été faites sur les enfants qui ont des parents sportifs. Eh bien, on sait que leur risque de devenir sédentaire plus tard est beaucoup amoindri
Voilà, on sait par exemple que emmener son enfant à l'escrime, au judo, aller faire du sport, c'est bien, mais pratiquer du sport par exemple avec lui, on sait qu'un enfant qui va pratiquer du sport avec son père a très très peu de chances plus tard de devenir sédentaire. Donc il y a aussi cette transmission, ce partage. Est-ce que ça t'a profondément changé en tant qu'homme et en tant qu'athlète? C'est vrai que ça fait changer un peu les choses, ça fait un peu évoluer. En fait, on court. Quand je cours, je me dis que je cours pas que pour moi au final, je cours aussi pour lui, pour qu'il soit fier de son papa, de ce qu'on accomplit. Et puis même aussi de notre côté, je me dis que si une séance se passe mal ou si la course se passe mal, c'est pas très grave. Je rentre à la maison, je vois mon petit Nino, il va bien, il est en pleine santé, il est en pleine forme, en bonne santé, donc ça fait relativiser pas mal de choses et on passe vite à plus important au final que le marathon, quoi. Et finalement, avec le recul, j'imagine que quand tu as dit voilà, je vais être papa, en plus il y a les Jeux Olympiques de Paris, certainement l'une des courses qui sera évidemment la plus importante de ta carrière, de ta vie, puisque les derniers Jeux Olympiques c'était il y a 100 ans. J'imagine que ça a dû en surprendre peut-être plus d'un. Il y a aussi peut-être la fatigue, parce qu'un bébé, ça ne fait pas forcément toutes ses nuits. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu t'es dit finalement, tu arrives très bien à gérer, parce qu'on l'a vu encore récemment à Valencia, tu as réussi à parfait, donc c'est tout à fait possible, quoi. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, c'est juste une question d'envie, de motivation et voilà, de savoir. Je pense pas qu'il y a forcément, oui, si c'était arrivé... Si Nino était arrivé juste avant les Jeux, forcément ça aurait été peut-être plus compliqué au niveau des nuits, notamment sur les premières semaines. Mais là, je pense que c'était le bon moment. Enfin, on l'a vu, après j'ai battu mon record encore à Valence. Donc voilà, c'est question d'équilibre, je pense, à trouver et savoir si on en a vraiment envie ou pas. Et nous, on en avait très envie, donc ça se passe très très bien comme ça, quoi. Bon, on parlera justement dans une prochaine masterclass de la récupération, du sommeil, comment est-ce que tu gères tout ça. Mais voilà, on va pas se mentir quand même, la vie d'un coureur et d'un marathonien peut être compliquée. Ceux qui peuvent par exemple avoir un travail, une vie de famille, les vies sont quand même de plus en plus actives, surtout quand on vit en ville, quand on est un urbain. Comment tu arrives toi à t'écouter? Comment tu arrives à faire en sorte que ce soit pas trop non plus pressant, que la pression ne te submerge pas? On sait que là, comme je l'ai dit, on va arriver en année olympique. Il va y avoir beaucoup de pression aussi qui va arriver, surtout sur les athlètes français. Il y a beaucoup d'espoir aussi sur les marathoniens. Toi, est-ce qu'il y a des signes aussi des fois qui te disent là, attention, je commence peut-être à être un peu anxieux, à être un peu fatigué? Comment tu arrives à analyser un peu tes ressentis, tes émotions dans toute cette vie familiale, personnelle, professionnelle, les engagements avec tes sponsors? Comment tu équilibres, comment tu arbitres un peu tout ça? C'est vrai que le fait d'être passé professionnel, ça met entre guillemets un peu plus de pression qu'auparavant. Maintenant, après, je pense que le fait de ne pas avoir justement connu que ça, avant je travaillais comme tout le monde, j'organisais mes séances d'entraînement en fonction de mon travail, de ma vie pro, donc je pense que ça m'a permis de pas me mettre cette pression, de me dire qu'en fait, si ça se passe mal, c'est pas très grave. Et il y a autre chose de plus important dans la vie. Donc voilà, il faut toujours... ok, c'est important le marathon, la prépa, quand on se lance dedans, c'est 12 semaines très intenses et ça va rester l'objectif. Mais après, il faut toujours se dire aussi qu'il y a quand même plus important dans la vie. Et si ça se passe mal, c'est pas très grave. Il n'y a pas de pression à se mettre, en fait. Personne ne va nous juger parce qu'on foire son marathon ou autre. Donc voilà, il faut vraiment pas ça se mettre va la pression. relativiser. Oui, voilà, savoir, complètement. Ouais, ça c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement l'important c'est aussi de durer, parce que c'est presque facile, j'ai envie de dire, si tu es hyper focus, hyper impliqué, tu vois que ça, mais que finalement ça va tellement te demander d'énergie que tu vas être capable de faire ça pendant 1 an ou 2 ans et après on ne te verra plus. On en a tous vu ces marathoniens comme ça qui sont des foules d'entraînement qu'on voit 2, 3, 4 ans et puis après ils disparaissent de la circulation. Il y a aussi cette capacité à durer dans le temps, et donc pour savoir durer dans le temps, il faut savoir relativiser, il faut savoir des fois réorienter ses priorités, et il faut savoir aussi s'écouter et garder le plaisir au centre, et la dimension de plaisir elle est essentielle, j'imagine. Oui, il faut vraiment faut vraiment garder cette notion-là. Je pense que c'est la base de tout, le plaisir, et si on n'a pas cette notion-là, ça va être compliqué de mener à bien toute la préparation. Donc il faut vraiment que ce soit le moteur de la préparation. Oui. Nicolas, merci beaucoup. C'est un épisode un peu introductif justement avant la suite de notre masterclass. Si là, il y a des auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui vont se lancer peut-être pour la première fois sur la préparation d'un marathon,
On est diffusé en janvier, donc là c'est les débuts des marathons, notamment du marathon de Paris. Et des personnes qui ne savent pas finalement à quelle sauce ils vont être mangés, parce que c'est la première fois qu'ils vont se lancer dans ce défi-là. Quel conseil tu peux leur donner ? Le conseil que je donnerais du coup, c'est vraiment de garder cette notion de plaisir tout au long de la prépa, d'essayer de le garder au maximum et après de vraiment s'écouter, de vraiment prendre confiance en soi au fil de la préparation marathon. Ça va pas toujours être très simple, mais voilà, il faut vraiment avoir confiance en soi et en tout le travail qu'on va faire pour que le jour J, ça se passe le mieux possible. Et puis de profiter, parce que c'est quand même Exactement, une aventure incroyable. Ces 12 semaines d'une préparation, c'est ça, ouais. C'est quelque chose qui reste gravé presque dans toute sa vie, quoi. Exactement. Merci infiniment pour tous tes conseils. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de notre masterclass où on va détailler un peu plus ton plan d'entraînement, rentrer un peu dans les secrets de fabrication d'un grand champion. Rendez-vous dès la semaine prochaine, Nicolas. Merci infiniment à On de nous avoir accueillis dans leur toute nouvelle boutique en plein cœur de Paris pour enregistrer cet épisode. À la semaine prochaine. À bientôt.